toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour le dernier Summer Camp avant l'été. On reprendra les activités au mois de septembre, octobre, notamment sur une question que nous travaillerons avec nos collègues du département sur le rôle des collectivités dans le cadre de la crise Covid et de la manière de s'emparer des questions culturelles dans la période que nous traversons. Ce matin, nous allons traiter de la question de la programmation d'une saison artistique à l'heure des mesures sanitaires. Et ce temps de travail sera en interaction avec l'après-midi, où on va aborder les choses plutôt du côté de la création des conditions de résidence et de la façon dont la communauté artistique s'empare de cette période pour créer. Pour autant, nous avons et le matin et l'après-midi des opérateurs responsables des structures, des compagnies, des artistes, des personnalités qui sont des deux côtés souvent de ce monde de la culture et qui pourront avec nous échanger sur le principe qui est le même que nous avons mis en place depuis le début juillet, d'avoir des témoins par rapport aux questions que nous allons leur poser et des publics complices avec lesquels nous allons interagir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans des conditions un peu particulières puisque je suis le seul pour l'instant qui n'est pas masqué. On va se découvrir les uns les autres au fur et à mesure, puisque nous sommes contraints à nouveau de porter des masques en précaution de la crise Covid. Pour autant, comme nous sommes installés à distance raisonnable les uns des autres, et tant que nous ne bougerons pas, nous pourrons parler dans le micro sans masque. Voilà. Par contre, dès lors qu'on est en mobilité, que quelqu'un se déplace dans la salle, il faudra faire cet effort, prendre cette précaution pour respecter le protocole, d'autant que nous sommes filmés, donc nous sommes attentifs à cela. Merci tout d'abord à l'équipe technique qui nous suit depuis le début de cette aventure avec Dask d'ailleurs et Tania Castelnau qui est notre facilitatrice graphique qui nous accompagne également et nous permet de capitaliser, de capter toute cette matière que nous pourrons traiter plus tard. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et on va prendre le temps de se présenter. Nous avons la chance ce matin d'avoir, comme l'habitude, des personnalités de haut vol en Gironde, mais on est assez nombreux au niveau des témoins et des publics complices. Et en même temps, on a peu de public dans la salle, donc du coup, ça nous permet de prendre le temps de faire un peu le tour de qui est là. Ça sera plus facile pour ceux qui nous regardent et ça nous permet également de nous présenter parce que tout le monde ne se connaît peut-être pas précisément. Donc je vous le propose très rapidement et à commencer par remercier Sylvie Violent, directrice de la scène nationale Carré Les Colonnes, et merci de nous accueillir dans ton lieu sur le plateau. Moi, je n'ai pas l'habitude d'être sur le plateau du Carré, donc voilà, c'est pas un endroit qui nous est familier. Philippe a l'air bien plus à l'aise que nous d'ailleurs, c'est sur un terrain qui est le sien. Dans notre équipe technique, il y a aussi la partie IDAC avec Cécile Puyol masquée à côté de moi sur le pôle création, Gwenaël, Prudhomme, Karine Ballu qui sont avec nous et notre partie de l'IDAC nous regarde également à distance. J'en dis pas plus pour l'instant, je te laisse te présenter, nous parler un petit peu de ton lieu et on fait une présentation de nos témoins, des publics complices et puis après on rentrera dans le vif du sujet sur les questions qui sont notre méthodologie, maintenant bien rodée depuis le début du mois de juillet. Pour autant, c'est un cadre, on peut en sortir et revenir. Et on pourra bien sûr interagir. La méthodologie nous permet de nous raccrocher au sens à la question donc, de cette programmation, les questions de la programmation d'une saison artistique à l'heure des mesures sanitaires. Après, on est libre avec ça. Donc voilà. Sylvie ? Déjà, merci à toi et à l'IDAC d'avoir choisi le Carré pour ce dernier, en fait, c'est ça, c'est le dernier Summer Camp. Le dernier avant l'été. Ouais. Donc moi, je suis Sylvie Violent, je suis la directrice de la scène nationale Carré-Colonnes, donc qui est sur 2 lieux, ici au Carré et les Colonnes à Blanquefort, à 10 km d'ici. Nous sommes devenus scène nationale depuis le 1er janvier 2020. Et en articulation avec la scène nationale, je suis également directrice du FAB, du Festival international des arts de Bordeaux Métropole. Alors, je prends la suite. Donc, bonjour, moi je suis Florence Cailleton, je suis la directrice des affaires culturelles de la ville de Bègles et responsable également de la Cité Cirque, qui est en fait la programmation artistique de la ville de Bègles.
Je me démasque. Bonjour, donc je suis Philippe Ruffini, co-directeur de la compagnie Opéra Pagaille, compagnie donc qui a une vingtaine d'années d'existence et qui a pris comme champ d'expérimentation et champ de jeu l'espace public. Et on peut se permettre le luxe de faire un petit tour, pas de table, mais de notre cercle au niveau de nos publics complices, puisque voilà, on n'a pas fait une rangée des témoins, comme je vous expliquais, hein, pour ne pas reposer X fois la même question, mais d'avoir une interaction entre nous. Henri Boniton, je te laisse te démasquer avec volonté et peine et les lunettes mêlées au masque. Hop. Je me lève ? Ah oui, d'accord. Bon, alors je me lève. Bonjour, donc je suis Henri Boniton. Je m'occupe d'une salle qui s'appelle Le Cerisier à Bordeaux, Bacalan. Voilà. Bonjour, Christelle Pernon. Je suis directrice d'un bureau de production qui s'appelle Carré Vivant, qui est basé sur la Traîne et qui travaille principalement avec des équipes néo-aquitaines. Merci. Bonjour, Loïc Rojoan, directeur du Théâtre des Beaux-Arts à Bordeaux depuis 2 ans et demi maintenant. Bonjour, Thibaut Keller, directeur du champ de foire à Saint-André-de-Cubzac en Nord-Gironde. Bonjour, Hélène Fribourg, directrice culture et citoyenneté au département de la Gironde. Bonjour, Céline Monetti, référente action culturelle à Biblio-Gironde, la bibliothèque départementale de Gironde. Bonjour, Tom Phoenix, directeur de la compagnie Coupable et comédien à Bordeaux. Bien, donc nous allons commencer. Pour le micro, important de bien nettoyer à chaque fois, bien sûr, et aussi le manche et également le micro lui-même. Donc, sans plus attendre, alors nous avons la chance d'avoir donc à la fois des structures de toute taille. J'ai envie de dire, c'est un peu l'intérêt de cette matinée-là, d'avoir une scène nationale, d'avoir des théâtres de ville, d'avoir des structures métropolitaines, d'avoir des artistes, d'avoir des administrateurs de bureaux de production, Christelle, également des lieux qui sont à la fois du côté, j'ai envie de dire, et moi je trouve ça très intéressant, de l'artistique, avec Henri, avec Loïc, sur la partie, on a aussi des comédiens qui gèrent des lieux, je trouve ça intéressant, donc ils sont des deux côtés de cette barrière, autant que ça en soit une. Et puis nous avons également des structures en milieu plus rural, entre guillemets, parce que la Gironde est relativement rurale. Je vois Thibaut au champ de foire. Et bien sûr, nous avons la complicité d'avoir Hélène Fribourg, directrice de la culture, avec nous ce matin, pour la journée peut-être, on verra. Super. Pour pouvoir échanger ensemble. Donc, nous ne nous privons pas de discuter. Donc, pour revenir à notre sujet du matin, qui est donc la question de la programmation d'une saison artistique à l'heure des mesures sanitaires, la fermeture des lieux artistiques et culturels au cours du premier trimestre de cette année, puis les normes sanitaires qui aujourd'hui s'imposent aux opérateurs, et on le voit ce matin même, sont venus bousculer la manière d'envisager la programmation d'une saison. Des enjeux de calendrier au rapport au public, en passant par le lien aux équipes artistiques, la programmation d'une saison artistique et culturelle est aujourd'hui un champ qui pose de multiples interrogations et en même temps propice à de nouvelles expérimentations et en tout cas à poser des questions pour passer cette période atypique. Donc les témoignages de notre Summer Camp s'inscrivent dans cette réflexion-là, à la fois donc de réfléchir, de se projeter et d'avoir aussi nos incertitudes et nos doutes encore, puisque nous serions bien malins d'avoir déjà toutes les solutions. Et on articule donc cette matinée autour de 3 questions qui sont dans l'ordre. Qu'est-ce que la crise a changé à votre quotidien de professionnel? Question que je vais poser à nos témoins, sur lesquels nos publics complices peuvent interagir, bien sûr, à partir de leurs propres expériences ou d'autres expériences. La deuxième question, qui sera plutôt c'est comment on fait pour répondre à ces problématiques dans la manière d'envisager une saison culturelle, notamment pour la saison qui est déjà en train de se construire ou qui est construite, j'ai envie de dire,
dans la plupart des lieux pour la période, on va dire, 20-21, y compris pour les saisons estivales, hein, quand c'est le cas, ou des manifestations itinérantes telles le FAB qui s'installe dans un paysage métropolitain. Et la dernière question, c'est quelles seront les innovations qu'on met en œuvre dans ce contexte si particulier, qu'est-ce que ça change dans notre façon d'envisager les saisons culturelles, et pour revenir aussi, et c'est un besoin important, à une forme de normalité, on l'espère, à partir de la fin de cet été et sur la saison prochaine. Alors, je regarde l'heure vite fait, c'est bon, on est dans les temps. Donc on commence, allez, je peux commencer directement avec ma voisine Sylvie Violent. Donc cette question de la crise Covid, qu'est-ce que ça change concrètement dans ton quotidien professionnel ? À peu près tout, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, en fait, sur ce que ça change. Effectivement, ça change tout, et notamment, puisque notre métier, c'est de programmer, d'anticiper. On est habitué à ça, à anticiper 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans à l'avance. Là, cette anticipation est difficile, voire impossible. Donc, pour moi, la chose principale que ça change, c'est comment on travaille avec une autre temporalité, comment on bouscule cette temporalité. Alors, c'est assez désagréable, c'est assez inconfortable. Et en même temps, effectivement, ça fait apparaître aussi peut-être des choses un peu différentes. Par exemple, donc, comme on ne pouvait pas ouvrir les salles, pendant 2 mois, on a accueilli avec la scène nationale 10 compagnies néo-aquitaines pour répéter, en leur demandant de sortir le samedi au balcon, faire une impro. Voilà, il n'y avait pas d'injonction forte, hein. Et puis finalement les compagnies ont joué le jeu, ont fait des mini-spectacles sur le balcon, ou même la majorité sont allés sur le toit du carré. Et voilà, on s'est retrouvés avec des petits spectacles tous les samedis matins à l'occasion des marchés de Saint-Médard et de Blanquefort, et c'est une chose que finalement on n'avait jamais fait. Donc à l'occasion d'un changement complet comme ça de paradigme et de temporalité, finalement sont apparus des choses, un lien au public très différent. On n'avait pas dit les horaires parce que comme ça nous permet de ne pas créer de rassemblement de public. Donc c'est vraiment de l'impromptu. Et voilà, il s'est passé quelque chose de très émouvant en fait entre le public et ces compagnies qui sortaient témoigner qu'elles étaient au travail en proposant des petits spectacles souvent très généreux au public, par exemple. Oui, tout à fait. Donc ça a permis aussi, donc du coup là, comment dire, le changement immédiat. Enfin, ça a été à la fois d'accueillir, comme c'était déjà le cas, hein, probablement à la scène nationale, d'accueillir des compagnies en résidence, mais d'avoir une forme de contre-proposition pour pouvoir occuper aussi les lieux, y travailler et les faire vivre, y vivre aussi, et pouvoir se préparer à un futur proche et reprendre la main sur l'artistique sans attendre, j'ai envie de dire, la fin de la levée sanitaire, puisqu'on ne sait pas trop combien ça va durer, et sans doute qu'il faudra vivre avec, même si la question du vaccin, je crois qu'elle est à Noël, on espère peut-être, mais peut-être que ce ne sera pas le cas, peut-être qu'il faudra qu'on vive plusieurs saisons avec ça, que ça va nous... Enfin, vous allez devoir comment dire, à la fois inventer de nouvelles choses sur la partie spectacle, appropriation des lieux, et le rapport au public. Elle va se poser comment c'est quelque chose qui est aujourd'hui posé, ou qui est encore en question, la façon dont ça va se passer après, au-delà des sorties au balcon, sur la reprise, le rapport au public après, le rapport frontal scène-salle. C'est quelque chose qui va commencer à appréhender cette partie-là. Je pense que ce qui est important, c'est d'une part, dans notre activité, quelles que soient les conditions de programmation qu'on ne connaît pas réellement en fin de compte,
c'est de continuer à soutenir les artistes, à les faire travailler. Et donc, par exemple, toutes les compagnies qui ont été accueillies, certaines avaient des spectacles en cours, des répétitions, mais certaines n'en avaient pas. C'est sur ma proposition qu'elles se sont mises à travailler. Et aussi, par exemple, à cette question de comment, pour une compagnie de danse, comment on travaille, qu'est-ce que ça produit, ces questions sanitaires sur les corps, etc., par exemple. Donc, et puis l'autre élément qui me paraît fondamental, c'est de conserver absolument le lien au public d'une façon ou d'une autre. Et moi, je ne suis pas du tout allée sur des questions numériques, de retransmission de spectacles, etc. Certains ont fait ce choix-là et voilà, ça a aussi permis de proposer beaucoup de choses. Pour moi, l'important, c'est de garder ce lien de manière directe, donc en proposant des choses comme ça impromptues. On a aussi acheté des vélos électriques, la scène nationale, pour nos 2 médiatrices qui sont allées arpenter le territoire. Comme pendant une certaine période, elles ne pouvaient plus faire de rendez-vous ou beaucoup moins, etc. Donc, j'aurais demandé de vraiment arpenter le territoire, de présenter qui on était, voilà, c'est quoi une scène nationale, à quoi on sert sur ce territoire, etc. Tout simplement. Donc, il y a cette simplicité de relation aussi, qui est quelque chose qu'on peut peut-être retrouver de manière un peu plus sensible. Après, sur la rentrée prochaine, évidemment, pour nous, on a prévu un festival, on a prévu un FAB avec des artistes régionaux et des artistes internationaux. On a prévu une saison. En essayant au maximum de la maintenir. En revanche, par exemple, la communication était complètement décalée, c'est-à-dire que là où d'habitude on communique le plus tôt possible, là on communique le plus tard possible, de façon à être le plus proche de la réalité qu'on aura à vivre quelques mois plus tard. On a abandonné aussi complètement le système d'abonnement. C'est-à-dire que les spectateurs ne pourront plus prendre des places à l'avance. Ils prendront les places au fur et à mesure. On a néanmoins un carnet de tickets, un peu comme les cinémas, où on pourra prendre des tickets, mais sans s'engager sur tel ou tel spectacle. Ce qui est, me semble-t-il, c'est quelque chose que je voulais faire déjà. Mais disons que la crise a précipité la décision, parce que là, franchement, demander à des gens de prendre une place pour un spectacle dans 3 mois, 6 mois, c'est bien, c'est un signe d'engagement, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment raisonnable? On n'est pas sûr. Donc, et puis ensuite, il y a quand même des adaptations qui ont été faites à ces programmations, c'est-à-dire que par exemple, sur la saison prochaine, je ne fais pas de séance scolaire. Et par contre, on a, parce qu'on s'est dit que ça serait compliqué d'abord pour les jauges, pour faire venir les enfants, et puis aussi les bus scolaires. Et aussi, on sait que dans les écoles, les horaires ont été décalés pour que les enfants ne rentrent pas en même temps. Donc du coup, la question même de l'horaire de la séance scolaire devenait compliquée. Tout devenait compliqué en fin de compte. Et donc, on a fait ce qu'on avait déjà fait, expérimenter il y a quelques années. Ce sont des spectacles à emporter. Donc à emporter dans les classes maternelles, primaires, pour chaque niveau, collège, lycée. Et donc on a un répertoire, les enseignants piochent dans ce répertoire et nous on organise derrière la venue des artistes dans les écoles. Voilà, c'est aussi un exemple. Après, mais on en parlera peut-être plus cet après-midi, il y a aussi des artistes qui, avec des artistes ou d'eux-mêmes, ils ont prévu des alternatives. Donc ça, j'ai aussi des exemples à donner. Oui, cet après-midi, on aura effectivement des retours, des témoignages d'artistes qui ont effectivement réagi. Et ils sont toujours un peu en avance par rapport à nous, finalement, sur cette question-là. Alors oui, sans pour autant faire des révolutions parfois avec des actions qui menaient des projets de création auparavant. En tout cas, ils se sont saisis effectivement de cette urgence, entre guillemets, de revenir au travail rapidement devant la question, devant les publics, en fait. Et effectivement, tu l'as posé sur le besoin impérieux qu'on a d'être au spectacle vivant, dans une relation directe pour partager une émotion avec des publics et des artistes, indépendamment d'une captation vidéo. Florence, peut-être un premier regard sur cette question
de qu'est-ce que ça a changé dans ton environnement immédiat, professionnel? Ouais, bah écoute, nous, à Bègles, j'ai l'impression que la réponse est la même que celle de Sylvie. Ça a changé beaucoup de choses, effectivement, forcément. On se retrouve dans une zone d'incertitude totale, en fait, avec cette crise, puisqu'en fait, on a beaucoup de questionnements, peu de réponses, beaucoup de choses à inventer. Et c'est parfois complexe, en fait, de devoir anticiper des choses qui ne sont pas fiables. Donc, effectivement, ça nous met dans une zone d'inconfort assez importante. L'incertitude, on a essayé d'y répondre très rapidement, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inventées tout de suite et très très vite, comme les drives dans les bibliothèques, les cours de musique maintenus dans les écoles en visio. Voilà, à Bègles, on a mis en place pour le spectacle vivant les spectacles à la fenêtre. Donc en fait, on a demandé à des équipes artistiques de venir dans les rues à certains moments qu'on ne communiquait pas de la même façon qu'ici, effectivement. Donc c'est-à-dire, oui, on va programmer, mais on ne fait pas d'affichage, on ne donne pas d'horaire, on va passer dans les rues, mais on ne dit pas dans lesquelles. Donc ça, c'est tout à fait étonnant. Il n'empêche que la rencontre, elle a lieu, elle fonctionne, et on sent bien qu'elle est nécessaire et très précieuse. Donc ça nous encourage. On se dit, voilà, c'est formidable, il faut qu'on poursuive dans ce sens-là. Dès qu'il a été possible de faire les choses de façon un petit peu plus appuyée, on a mis en place une programmation pour l'été à Bègles de spectacles vivants dans le cadre d'un été près de chez vous. Là, l'idée, c'était vraiment effectivement de recréer la rencontre entre le spectacle vivant, l'équipe artistique et les spectateurs. Donc, en fait, on a une programmation sur l'été à Bègles, dans des conditions qui sont particulières, puisqu'on assoit le public sur ce qu'on appelle des galettes de fesses qui sont installées à des distances très précises, etc. Le port du masque est obligatoire. Enfin bon, c'est un peu spécial. Mais il n'empêche que ce qui est assez étonnant, c'est que tout le monde respecte ces règles. Elles sont très bien entendues parce qu'on sent bien que l'essentiel, c'est bien de vivre ce moment-là avec la rencontre avec l'artiste, avec l'équipe artistique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ce que je voulais dire aussi par rapport au changement dans le quotidien, c'est qu'effectivement, là où on ne faisait plus et où on ne fait plus ou presque plus de déplacements, puisque forcément notre quotidien de visionnage, il est terminé. Enfin, pour l'instant, il est on va dire en pause. Et bien ça, je trouve qu'on l'a aussi un peu remplacé dans la relation très très importante avec à la fois nos collègues, quels que soient les domaines. Moi, par exemple, comme je suis DAC, en fait, on a beaucoup échangé avec les DAC de Nouvelle-Aquitaine. On a beaucoup échangé dans le réseau 535 aussi. Il y a des groupes WhatsApp qui ont été mis en place. Les gens avaient très besoin de cette relation directe, de retour d'expérience, d'échange d'informations, etc. Et toi, comment tu fais ? Notamment, effectivement, sur la question des contrats, quand on annulait, comment est-ce qu'on rémunère malgré tout, etc. Donc tout ça, c'est des questions qui ont été posées, et la solidarité professionnelle a été très forte. Nous, sur Bègles, du fait du cirque, on fait partie de l'association TDC. Là aussi, il y a eu beaucoup d'échanges de mails, beaucoup de retours d'expérience. Territoire de cirque, voilà. Et puis, ça nous permettait aussi de suivre en direct les décisions qui étaient prises auprès du ministère et de la DGCA, qui ne retombent pas forcément généralement en direct dans nos lieux à nous, mais tout d'un coup, en fait, le flux était beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Et donc, on avait vraiment l'impression qu'on suivait en direct l'actualité. Même s'il y avait cette grande dose d'incertitude qui nous bloque, malgré tout, on avait quand même l'impression d'être très informés et très au courant. Donc ça, c'est très ambivalent, et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en septembre, on arrive avec notre nouvelle saison, mais va-t-on arriver vraiment avec notre nouvelle saison ? On espère que oui, et on fait tout pour. Et de toute façon, on fait comme s'il n'y aura pas de problème, mais au final, on ne sait pas précisément ce qui va se passer. Et il faut savoir vivre avec cette incertitude. Oui, tu as raison. Tu as eu raison de rappeler les questions, parce que ça nous paraît déjà un peu loin, quelque part, le choc du mois de mars-avril, au moment de l'annulation, des reports, des questions contractuelles qui nous ont aussi agités. Je regarde Cécile à côté de moi à l'IDAC, mais pas que à l'IDAC, bien sûr, dans tous les lieux, on va dire publics, organisateurs de manifestations, sur cette responsabilité collective qui était de voir comment
on pouvait reporter, indemniser, annuler et pour autant assumer les responsabilités de l'employeur vis-à-vis des artistes qui sont impactés évidemment fortement par cette fin d'année compliquée. Et encore la question sur les arts de la rue, de l'espace public, du cirque sur l'été va rester entière, hein, mais on en reparlera. En tout cas, c'est vrai que c'était important de pouvoir échanger là aussi. Et sans doute d'ailleurs que le fait d'avoir réglé, je regarde nos collègues du département aussi, ces questions de responsabilité au département, à la région, à l'État, Hélène, tu en diras un mot peut-être, si tu veux bien, a permis d'inciter chacun à faire son effort au-delà des lieux labellisés qui portent cette responsabilité et des structures culturelles, on va dire municipales ou autres. Mais quand on en discutait l'autre jour également avec nos amis CDC Intercommunalité de Rions, un des vice-présidents nous disait que le fait que la collectivité départementale notamment ait porté cette volonté d'assurer les indemnisations auprès de la communauté culturelle et artistique, les avait incités eux-mêmes à faire de la sorte. Et donc cet effort collectif, il a permis, on va échanger là-dessus d'ailleurs peut-être, hein, mais pas d'alléger tout le problème, mais de le compenser pour partie en tout cas, et de tenir la ligne le temps qu'on arrive à se réorganiser finalement collectivement et cet été déjà et les saisons à venir. Philippe, alors ça nous intéresse aussi d'avoir un point de vue plutôt de compagnie sur cette question-là, parce que la question des saisons culturelles, elle est souvent d'une responsabilité d'opérateur. Pour autant, on travaille dans les mêmes boutiques. Et cet après-midi, on sera du côté de la création. Pour autant, on aura aussi des opérateurs. C'est important également de voir comment c'est vécu, compris, qu'est-ce que ça change concrètement dans le paysage et le travail d'une compagnie comme l'Opéra Pagaille. Oui, eh bien, j'ai envie de dire, pour moi, pour nous aussi, beaucoup de choses ont changé, bien sûr. Tout s'est arrêté, en fait. Tout s'est arrêté le 13 mars. Donc, on a découvert qu'il fallait tout déconstruire. En fait, on a découvert une nouvelle façon de travailler qui était assez inédite, puisqu'on est plutôt dans la création, dans l'imagination et dans la construction. Et là, tout s'est arrêté. Donc, on a appris à s'arrêter, à faire une pause, à déconstruire, à se rapprocher des membres de notre équipe qu'on voit régulièrement. Et là, c'était plus possible non plus. Prendre des nouvelles dans ce qui au début était quelque chose qui pouvait être quelque chose aussi d'assez violent, puisque pour parler de notre compagnie, on avait 2 projets de création, un qui allait voir le jour 5 jours après et puis un autre 1 mois après. Donc il a fallu, et à la fois, comme je le disais, déconstruire, arrêter les équipes qui étaient en répétition, en construction. Même ici, voilà, on est parti le 13 au soir et puis on ne savait pas quand on allait se revoir. Donc c'était des moments assez inédits et qu'on n'a pas l'habitude de vivre. En principe, on vit plutôt d'autres moments plus intenses et plus joyeux. Voilà, donc... Et puis, il a fallu aussi... c'était assez naturel, légitime, et puis ça allait de soi. C'était, voilà ce que je disais, prendre des nouvelles des uns et des autres, et puis faire preuve de solidarité aussi, puisque comme tout s'arrêtait et que c'était un peu comme si on rentrait dans un trou noir, dans cette attente-là aussi de savoir comment les choses allaient se décanter dans le temps. On a mis en place une fois que les choses ont été possibles, le chômage partiel. On a été
très réactif là-dessus. Et puis, on a pris... Il y a eu aussi une solidarité aussi avec d'autres, bien sûr, d'autres compagnies, d'autres équipes avec qui on est proche. Et dans la mesure du possible, on a aussi partagé ce qu'on avait appréhendé en connaissance sur la mise en place des différents dispositifs qui émergeaient au fur et à mesure, essayer de faire circuler les informations, autant dans un sens que dans l'autre, c'est-à-dire auprès des équipes, faire remonter ça auprès des collectivités, des institutions, essayer de comprendre un peu ce qu'il était en train de se jouer au tout début. Là, je parle des mois de mars et d'avril, parce que c'est vrai, on a un peu tendance à... C'est normal, à passer à autre chose, mais voilà, je tenais à revenir là-dessus dans un premier temps. Et puis voilà, on a laissé le temps s'écouler aussi, on a laissé mûrir le temps. On le fait encore à l'heure actuelle. Et puis ça permet aussi dans ces moments-là de suspension, de se poser des questions sur sa pratique, sur son métier, et puis plus largement sur la société le monde dans lequel on vit et ses modèles. Merci Philippe pour ce témoignage. Peut-être je tendais un peu la perche à Hélène tout à l'heure sur la question justement de la façon dont la collectivité, la nôtre au département, a réagi aussi. Qu'on en a parlé un petit peu. Si tu veux bien nous en dire un petit mot. Oui, au département, comme tout le monde, on a été un peu saisi par le phénomène. Après, assez vite, et c'est pas particulier au département de la Gironde, je crois, il y en a beaucoup qui ont pris ces décisions. Les élus ont décidé de maintenir les subventions prévues, c'est-à-dire de maintenir les subventions même pour des événements qui n'auraient pas lieu et à 100%. Ce qui nous permettait, nous, de pouvoir inciter les organisateurs à rémunérer les artistes. Parce qu'on avait évidemment la sensation, et on pourra mesurer ça, je pense, sur le long terme, mais que les plus impactés, alors la culture était un domaine très impacté, et que les plus impactés seraient les équipes artistiques. Voilà, au-delà des lieux qui en souffrent également beaucoup, mais vraiment les équipes artistiques seraient sans doute les plus fragilisées. Donc voilà, notre rôle a été notamment d'inciter à payer à demander aux organisateurs d'événements de rémunérer les équipes artistiques, mais après on leur a demandé, mais c'était une évidence aussi pour eux. Enfin voilà, c'est le cas pour Sylvie, c'était le cas pour la plupart. Il me semble que la solidarité a bien joué dans ce domaine. Au-delà de ça, c'était mettre en place un fonds d'urgence. Ce qu'a fait le département, ce qu'ont fait d'autres départements et d'autres collectivités, qui est quand même assez mesuré. C'est pas la panacée. Et nous, notre rôle, pour l'instant, a été d'atténuer l'impact de la crise. Après, on sait que la crise va avoir un impact sur le long terme. Et là, la solution n'est pas encore... je ne pense pas qu'on ait toutes les solutions à ce long terme-là. Ça reste encore une question. Et j'espère que le département, avec les autres collectivités, continuera à jouer un rôle de tampon comme il peut. Parce que les budgets culture ne sont pas formidables, mais... Voilà, c'est en tout cas le maintien des subventions, la création de ce fonds d'urgence, et puis une réflexion aussi, mais dont le Summer Camp fait partie, de peut-être se reposer la question, un peu comme les équipes artistiques, quel est notre rôle, quel est le sens d'une collectivité territoriale, quelle carte elle a exactement à jouer dans le monde culturel. On n'a pas, évidemment, il n'y a pas une réponse et on ne l'a pas encore, mais au moins essayer de se poser la question. Oui, merci Hélène. C'est important, et
pour revenir sur la question aussi des lieux qui ont cette responsabilité pour le spectacle vivant d'accueillir, d'organiser la présence d'artistes dans leurs murs et hors les murs. Et pour en avoir discuté avec d'autres responsables de salles, et d'ailleurs d'autres salles conventionnées ailleurs qu'en Gironde, il y a à la fois cette nécessité de prendre la mesure de tout ça et de ne pas se hâter à rembrayer le plus rapidement possible sur des solutions techniques rapides pour occuper le terrain, et en même temps une nécessité et un besoin de revenir à des formes qui permettent aussi à la création de se dérouler dans des lieux comme celui-ci, mais comme d'autres. Olivier Desagna, avec Dasque d'ailleurs, me disait tout à l'heure que c'est important aussi de rentrer dans des lieux comme celui-ci au Carré, où on est dans un accompagnement technique, logistique, scénique qui permet beaucoup de choses, et que ça a de la valeur et que ce n'est pas partout possible dans les territoires. Et d'ailleurs, ça n'a pas forcément nécessité à ce que ce soit partout comme ça. Mais en tout cas, donc, on a aussi le besoin que ces lieux-là, dans le spectacle vivant, mais pas que, puissent poursuivre leur mission et d'accompagnement des artistes. Et donc, la nécessité aussi pour les lieux, sur la saison prochaine, un témoignage notamment de Frédéric Durnerin, on en parlait il y a quelques jours ensemble, à revenir dans une forme de normalité, parce que ces lieux-là sont tributaires aussi. On est dans le même bateau. Les artistes sont certes plus fragilisés, ils sont au cœur de la préoccupation, et tout le travail qui a pu être remis en place dès le début de l'été, finalement, permet de se reprojeter malgré tout dans un court terme, on espère, sans quoi on serait très structuré probablement, mais là j'ai pas la réponse non plus. Est-ce qu'il y a des réponses ou des questions, des réactions de Loïc Rojoan du Théâtre des Beaux-Arts à Bordeaux? Moi, je trouve que une des grosses difficultés que ça a imposé, on va pas revenir sur toutes les contraintes que ça nous impose à tous, mais une des grosses difficultés, en fait, c'est d'essayer que toutes ces contraintes ne soient pas qu'un rabaissement de la qualité des prestations, des spectacles, etc., mais que ça devienne quasiment un rebond de créativité. Mais c'est très très difficile parfois, parce que oui, si on est obligé de faire des toutes petites formes tout le temps, si on est obligé de jouer dans des lieux qui ne sont pas dédiés au spectacle tout le temps, il y a forcément un moment où ça va impacter forcément la qualité d'expression d'un artiste. La contrainte, c'est bien, mais waouh. Donc c'est ce qu'on a essayé nous d'essayer de faire, mais on n'a pas, comme tout le monde ici, on n'a pas forcément les réponses magiques, hein. Mais je trouve qu'un des avantages, c'est ça a resserré nos liens avec les compagnies et les artistes. Parce que dans toute cette complexité de se dire, alors on a essayé de reprogrammer le plus possible des 7 séries de spectacles qu'on a annulés, mais c'était difficile parce que même eux parfois ne pouvaient pas, parce que même leur calendrier était complètement chamboulé. On a essayé de reprogrammer tout le monde, on a essayé vu qu'on avait déjà entamé une programmation pour cette année-là, on a essayé de ne pas la défaire complètement, mais il y en a aussi qui souhaitaient reporter d'1 an. En tout cas, on a beaucoup plus discuté que d'habitude par rapport à une programmation qu'on fait en se disant, bon ben voilà, tu viens du temps au temps, voilà comment ça va se passer, etc. Là, c'était, mon Dieu, comment on fait l'année prochaine et l'année d'après? Et parfois, ça nous a même rapproché de certaines compagnies qui nous ont dit, bah, écoute, en fait, c'est pas plus mal qu'on ne joue peut-être pas là, mais alors voilà comment on va s'y prendre pour jouer dans 1 an. Donc déjà, on a vu un terme encore plus long que simplement l'année prochaine. Et puis, on s'est dit qu'on allait peut-être les suivre différemment et davantage sur cette année-là. Et qu'on allait essayer de collaborer pour que cette venue, qui ne sera peut-être pas la saison prochaine, mais la saison d'après, ben on l'accompagne au mieux possible pour qu'elle se passe. Et puis, dans cela, ensuite, comme Sylvie le disait, on est tellement dans l'inconnu. On ne sait même pas dans quelle latitude nos spectateurs vont revenir. Est-ce qu'ils vont avoir envie ou pas? Alors, on les a questionnés un peu là-dessus. Oui, ils ont très envie. Mais on sent qu'il y a un truc qui domine, qui est quand même comment on va revenir. Et ils sont tous très sensibles, et surtout en ce moment, parce qu'on parle d'un éventuel retour, ils sont quand même très sensibles tous aux mesures de sécurité, aux mesures d'hygiène, etc. Donc, on ne vient pas pareil dans une salle de spectacle avec cet état d'esprit que quand on y vient juste pour être en communication avec des artistes. Bon. Mais par rapport à ça, cet inconnu, on s'est dit, essayons d'avoir des plans B. Et ce plan B, en l'occurrence, que ce soit avec le collectif Cliffhanger, que ce soit avec Fred Elkaïm pour Clito, sur les créations en tout cas, on a dit, et si on essayait de faire
pourquoi pas 2 représentations dans la soirée, mais donc ça impose un truc, c'est peut-être de faire une version un peu plus courte. Parce que, bah oui, il va falloir désinfecter les salles entre 2 représentations, il va falloir faire 19h et 21h. Donc forcément, un spectacle qui va durer 1h30 ou plus, ça va être beaucoup plus délicat. Et puis aussi pour les artistes, tout simplement. Donc ils ont tous accepté sur toutes ces créations-là. Ils se sont dit, on va faire un plan B, peut-être une création un peu plus courte de 20 minutes, pourquoi pas, pour qu'on essaie de la jouer 2 fois. Mais là aussi, on s'est demandé comment, pourquoi, est-ce que tout le monde était d'accord, qu'est-ce que ça impliquait, est-ce que c'était jouable, tout simplement. Parce que oui, une jauge, nous, à 50% de la jauge, on n'est tout simplement pas viable économiquement. Donc, qu'est-ce qu'on fait 2 représentations avec 30, 40 personnes on ne sait même pas ce que ça donnera humainement sur le contact, mais on essaiera peut-être, on va essayer. Mais en effet, ça va être une année... on a fait cette programmation en se disant, tout ça repose sur... c'est très mouvant, quoi. C'est sur des... ça va être très fragile. En tout cas, il faudra faire œuvre d'adaptabilité, de réactivité, de spontanéité. Les spectateurs, en effet, vont décider beaucoup plus au dernier moment, tout. Et voilà. Merci Loïc. Oui, tu as évoqué cette question-là du rapport au public, mais c'est aussi une réalité des lieux, de tous les lieux d'ailleurs, c'est d'avoir un rapport... alors pas financier bien sûr, mais la question de la billetterie contribue néanmoins aux équilibres des projets de saison culturelle, quels que soient les modes de gestion. Et ça pose effectivement des questions à la fois sur le rapport de comment ça se passe au niveau de l'ambiance dans la salle, du rapport à l'artiste, de ce qui peut être... jouer devant une forêt de masques, par exemple, ça va être un peu compliqué, on peut l'imaginer. Ou d'avoir des publics avec des trous dans une salle, voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Et au-delà de ça aussi, la question économique, c'est-à-dire s'il y a moins de monde, si je ne remplis pas, on ne va pas moins payer les gens, de toute façon, donc ça coûte plus cher. Et donc, ça demande peut-être plus de représentation, ou dans des conditions techniques... à imaginer, à étudier, et puis ça pose de suite l'impact, j'ai envie de dire, économique, quoi, sur la façon dont on peut travailler sur cette période-là. Henri, tu as des choses par rapport à ça à partager avec nous sur le cerisier ou... Oui, j'ai pas besoin de rajouter tout ce qui a été dit et qu'on partage, évidemment. Nous, on a plutôt on s'est posé, donc je crois que chacun se pose les questions par rapport à ses contraintes, qui sont les siennes, contraintes de salle, contraintes d'espace. Nous, il se trouve qu'on bénéficie d'un trottoir très, très large, et qu'on s'est dit qu'on pouvait peut-être l'utiliser, d'où l'idée d'aller faire le trottoir. Donc on s'est dit cet été, comme on faisait des actions d'habitude au mois de juillet, on a eu la possibilité de réagir très très vite avec les artistes qui nous entourent, qu'on a l'habitude avec lesquels on a l'habitude de travailler, puis qu'on a pu solliciter, et très rapidement évidemment ils ont répondu présents. Donc pour nous ça a été aussi un échange et une satisfaction. Et puis comme on a la chance d'avoir un petit jardin, on a pu aussi mettre en place une saison pour le mois de juillet dans le jardin, grâce bien sûr aux aides, au fonds d'aide, à toutes les aides qu'on a pu solliciter, la mairie. Donc on a pu être très très réactifs, et ça je pense que c'était très salutaire pour nous et pour les artistes qui nous entourent. Je sais pas, je voulais dire un truc, mais je sais plus quoi maintenant. Voilà, nous, justement, nous on a la chance d'avoir un plateau qui est quand même assez grand. Donc on s'est dit qu'on allait certainement réduire l'espace de jeu pour pouvoir justement maintenir notre jauge qui de toute façon est petite, et qu'on pouvait comme ça maintenir un public de 50 personnes, puisque c'est notre ERP, de toute façon il est limité à ça, en réduisant l'espace de jeu, et donc en voyant avec toutes les compagnies comment elles pouvaient elles aussi adapter leur spectacle au plateau. Voilà. Ok, merci. D'autres réactions Christelle est avec nous. Comment ça se passe au niveau d'un bureau de production sur le carré vivant, ou qu'est-ce que ça change, comment on s'approprie la situation?
Pour revenir à la période passée, du coup, nous, ça a été, comme pour beaucoup d'équipes artistiques, une suractivité assez énorme, parce qu'il a fallu être en veille juridique permanente. Tout changeait toutes les semaines, voire toutes les 15 jours, notamment par rapport à l'activité partielle, à mettre en place sur plusieurs projets en parallèle, plusieurs compagnies simultanément. À la fois aussi gérer les annulations, les indemnisations, tous les reports. Donc nous, c'était 10, 15, 20, 30 lieux à gérer en parallèle, en fonction aussi de la présence des professionnels dans les lieux. Certains étaient en activité partielle aussi de leur côté, voire en arrêt, ce qui n'a pas facilité tout le temps les choses, et c'est normal. Il a fallu aussi rassurer toutes les équipes des intermittents qui ne savaient pas du tout à quelle sauce ils allaient être mangés à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc il fallait en permanence suivre les décrets, suivre les interprétations, les rassurer et puis gérer avec eux l'évolution incessante des plannings. Puisqu'au début, pour mémoire, on s'est arrêté officiellement pour 15 jours. Donc déjà, on se disait, bon, en avril, les séries, toutes les dates, ok, on y croit. On voulait y croire. Et ensuite, on s'est rendu compte que non, il fallait vraiment qu'on fasse le deuil du mois d'avril et ensuite le deuil du mois de mai, le deuil du mois de juin. Et maintenant, on est déjà au mois de septembre et déjà des annulations envisagées sur même déjà l'automne. Pour moi, ce qui a été salutaire, c'est de participer à plusieurs réseaux, notamment un réseau national qui s'appelle le LAPAS, qui est un réseau d'administrateurs qui accompagne tous les professionnels d'administration du spectacle vivant, qui permet de faire circuler les informations, de mettre en lien, de réfléchir et de faire remonter les problématiques aussi au niveau du ministère et de la DGAC, et qui permettait aussi d'avoir des réponses assez rapidement. Donc le nombre d'adhérents a pas mal augmenté en fait pendant le confinement, ce qui est une bonne chose. Un autre réseau aussi qui s'est mis en action pendant la période de confinement, c'est le réseau Scène d'enfance à Citège France, auquel je suis donc adhérente, qui est un réseau qui regroupe les professionnels du jeune public au niveau national. Et sur les mois de mai et juin, Scène d'enfance a mis en place ce qu'elle a appelé les mardis en chantier, c'est-à-dire des rendez-vous, des réunions avec des thématiques à chaque fois. Donc les 4 thématiques, je vous les cite, c'était les jauges, les contrats, le lien avec le public et les projets de territoire. Donc on était à chaque fois réunis en visio, par Zoom, avec environ 70 à 80 participants par session. Et l'idée, c'était de travailler en petits groupes pendant 1 heure pour ensuite remettre en commun les idées qui pouvaient être mises sur le tapis. Sachant que sur chaque réunion, comme on était certaines au mois de mai, certaines au mois de juin, on n'avait pas le même niveau d'information au fur et à mesure de l'avancée de ces réunions-là. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'est une des rares, en tout cas, moi je le souligne, un des rares réseaux qui mettait en partage des informations à la fois avec les équipes artistiques, des opérateurs, des tutelles. Tout le monde était mélangé et ça a créé un bouillonnement d'idées vraiment intéressant. Et si tu me permets, j'aimerais faire j'ai fait une petite synthèse de quelques idées qui ont été proposées. Parce qu'en ce qui concerne le jeune public, en tout cas pour les enfants, même pour les adultes, mais l'humain est l'essentiel, tu l'as rappelé Sylvie. Et donc comment rassurer les familles, comment redonner envie aux familles de ramener leurs enfants aussi au spectacle ou recréer d'autres liens avec eux et faire en sorte que le spectacle soit une des réponses. Donc notamment sur les jauges, un peu comme tout ce qu'on a évoqué, l'idée c'était de repenser les formes de rencontres, penser des nouveaux formats, des nouvelles formes de rencontres avec le public et imaginer des nouveaux paris artistiques, s'en saisir pour que ce soit un vrai pari, un vrai enjeu artistique et pas simplement réduire le projet à oui, il est réécrit, comme c'est le cas des artistes avec lesquels tu travailles, ça se réécrit en plus petite jauge, mais que les artistes s'en saisissent autrement. Retravailler aussi peut-être l'ancrage local, et quand on a des annulations, notamment à l'automne, c'est ce que certaines scènes ont fait, c'est retravailler avec les artistes locaux et réinfuser localement, réinfuser là où on est, là où le lieu est, pour soutenir les équipes locales. Au niveau de l'équilibre économique, penser à des séries plus longues pour alléger peut-être le coût unitaire et peut-être pour nous permettre dans les compagnies de mensualiser peut-être les artistes et d'avoir une autre réponse aussi financière à leurs problématiques. Une chose qui est importante, même si effectivement toutes les tutelles et les agences ont répondu présentes, c'est la solidarité envers le coût plateau. Même si effectivement les agences et les tutelles ont répondu et ont soutenu les diffuseurs, ça n'a pas été général, vraiment. Moi, je peux le pointer. Tous les lieux labellisés ont répondu présent sur le maintien du coût plateau ou les reports. Quand les agences aussi, IDA, Coara, en tout cas je parle pour la Nouvelle-Aquitaine, aidaient les lieux, ça s'est reporté directement sur les compagnies. Par contre, on a beaucoup de difficultés avec les lieux qui sont par exemple en régie directe, où là c'est compliqué de faire comprendre à des maires quels sont les enjeux des équipes artistiques et l'enjeu de l'emploi derrière.
Et ça, c'est toujours problématique aujourd'hui, parce que pour témoigner, à ce jour, donc, il y a eu énormément de reports, tant mieux, pour que les équipes puissent jouer. Mais les contrats de cession ne sont pas signés. On nous reporte, parfois au calendrier grec. Parce qu'on sent que les structures ne veulent pas prendre le risque, en fait, de contractualiser en se disant peut-être plus tard, si c'est pas signé, on se dédouane et on n'a plus rien à verser. Donc c'est vraiment, et j'en parle pas que sur mon cas, hein, je le partage avec beaucoup d'autres producteurs, tourneurs, compagnies, qui actuellement s'interrogent énormément sur ce sujet-là. Voilà, c'est pointé du doigt en tout cas, et on est très effrayés, on a peur en tout cas de ça pour l'avenir. Et c'est dommage parce que le contrat, comme on le sait, peut très bien être rédigé sous toutes les formes qu'on le souhaite. N'importe quoi, pas n'importe quoi, mais peut être négocié dans un contrat, peut être écrit, que ce soit sur la base d'un coût-plateau, juste les frais engagés, enfin tout est possible. Et le contrat permet avant tout aux équipes artistiques après de faire valoir l'activité partielle, de faire valoir peut-être des aides au niveau par exemple du FUSV ou du CNM pour les équipes en musique, enfin tous les fonds qui ont été mis en place, tous ces contrats-là sont nécessaires en fait pour que les équipes artistiques puissent les demander. Donc c'est important que les opérateurs soient conscients que ce contrat-là est primordial pour que les équipes puissent tenter de survivre en tout cas à l'avenir. Et pour terminer, je parlerai de la place du spectateur, puisque au niveau de l'enfance, c'est primordial. Et peut-être, Elisabeth Sanson, on a parlé la semaine dernière, l'idée c'est de repenser peut-être le temps d'accueil du public et d'imaginer des protocoles ludiques spécifiques pour les enfants, pour accueillir les familles, mettre de la poésie dans ce qui au début aujourd'hui ne l'est pas du tout, ce masque, cette distance qui n'est pas naturelle. Par exemple, des jeux autour du masque, peut-être réinventer le placement, apporte ton coussin, créer ta place de spectateur. Enfin voilà, c'est plein de petites choses qui ont été évoquées dans ces réunions-là, qui étaient vraiment chouettes et qui peut-être qu'il serait bien de les continuer à la rentrée, parce qu'on sent qu'il y avait un bouillonnement d'idées et que, bon, si c'est encore en visio, ce sera encore en visio. Mais j'ai trouvé que l'intérêt de ces visios, c'est que ça permettait vraiment de mettre en mouvement tout le territoire national ensemble, de réfléchir ensemble, pas uniquement localement, chacun au niveau géographique, je veux dire, mais vraiment au niveau national, c'était chouette de pouvoir se rencontrer aussi. Voilà. Donc peut-être les opérateurs qui sont présents pourraient me répondre sur voilà, la question des contrats, de l'engagement vis-à-vis des équipes. Merci beaucoup Christelle. On est déjà en plus depuis un petit moment, d'ailleurs, on a basculé dans la deuxième question, mais c'est très bien, puisque voilà, ça nous sert de guide, mais qu'est-ce qu'on développe comme initiative et toutes les questions que ça pose. On a une question, on va la prendre, hein, mais c'est vrai qu'on a vu dans les échanges numériques ces derniers temps, au début de la période de confinement, la question souvent, un spectacle qui n'est pas fait, la notion de service fait, voilà, pas fait, avec parfois des crispations techniques d'ordre du receveur sur le trésor public local. C'est une prestation comme une autre, et quand un service n'est pas fait dans une collectivité, souvent c'est pas payé, alors même qu'on peut avoir des traces de l'engagement contractuel, ne serait-ce que dans la plaquette d'une saison, d'un lieu qui témoigne qu'il y a bien eu un rapport de réservation d'une équipe artistique pour, à un moment donné, un projet. Mais c'est vrai que ça fait appel à cette notion de responsabilité, alors qui est plus forte sur des lieux, on va dire, plus dans celles sont les missions, ou qui ont déjà une responsabilité culturelle avec de l'expérience, mais tout le travail qu'il y a encore à mener par rapport à ça, puisque souvent, ceux qui achètent les spectacles sont plutôt des collectivités, on va dire, donc ça a plutôt été prévu au budget, donc la question de l'argent ne se pose pas, c'est vraiment une question de principe, de la façon dont on appréhende cette responsabilité-là sur la question du court terme en tout cas. Mais c'est important que tu en reparles, parce que c'est vrai que c'est encore une problématique importante, et si cela doit durer d'une façon ou d'une autre, qu'on ait à nouveau des problématiques de report, on sera à nouveau confronté à ces questions, à ces responsabilités-là. On a une question, Cécile, tu voulais... Oui, on a une remarque, enfin un témoignage de Gilles Troulet, qui est le directeur du Bazar Théâtre à Libourne, et qui souhaitait parler de la programmation du Bazar sur la saison prochaine. Et il signale qu'il programme normalement, entre guillemets, toute la saison prochaine, et que le premier spectacle n'aura lieu que le 25 septembre et sera gratuit pour relancer après 6 mois d'arrêt. Et alors sur le rapport aux spectateurs, on a une question de notre collègue Clémence Rabre qui vous demande: que pensez-vous des initiatives prises dans certains lieux de jouer dans la salle avec les spectateurs installés sur le plateau,
ou encore de souhaiter accueillir des spectateurs en fauteuil roulant, par exemple dans une salle débarrassée de ses sièges. Quelqu'un veut répondre à ça, à cette question, à ces questions? Philippe? 1, 2, oui. Je crois que ça se fait déjà, non? Ça s'est déjà fait. Enfin, je sais, pour ne citer que la compagnie que je représente, on a déjà joué à plusieurs reprises, même ici, même au plateau. C'est des pratiques qui ont déjà eu lieu par le passé et qui peuvent se refaire, je pense. Et de même pour les publics empêchés, je crois que ça se pratique. À moins que je n'ai pas trop bien saisi la question, mais non, je crois que ça se fait déjà. Je peux enchaîner. Et profite à le micro. Si vous voulez. J'ai essayé de réfléchir, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qui se disait et pour enchaîner sur cette deuxième question. Je trouve que ça pose véritablement, et c'est comme un coup d'accélérateur, cette histoire que l'on vit. D'épidémie, de Covid, c'est comme un accélérateur et pas seulement dans notre secteur, dans notre milieu, un accélérateur et du coup quelque chose qui révèle, je trouve, de façon très, très visible, très ostentatoire, la place qu'a, alors pas forcément la culture en général, mais le spectacle vivant, puisqu'on parle de ça ce matin, le spectacle vivant dans nos sociétés. En l'occurrence, on va juste rester là en France, là où voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression, c'est tout à fait personnel, mais s'il n'y avait pas eu des figures notoires du cinéma, pour ne citer que Jeanne Balibar, qui prend la parole et qui, à ce moment-là, élargit la chose et parle du spectacle vivant et vient à la défense des artistes du spectacle vivant et les intermittents techniciens. S'il n'y a pas cette prise de parole de ces figures de notre milieu, le spectacle vivant serait resté encore dans l'ombre je sais combien de temps. Donc, je pense que ça en dit long. Ça en dit long sur la place que peut avoir effectivement la création dans ce spectacle. Enfin voilà, dans ce milieu-là du spectacle. Je parlais précisément du spectacle vivant. Et après, ça laisse également à réfléchir sur le type de collaboration qui sont mises en place entre les artistes, les équipes artistiques et puis les lieux et les modèles qui sont prédominants dans ce milieu-là de production. Ça remet beaucoup de choses en question, je trouve, à cet endroit-là. Et j'ai l'impression que, d'ailleurs, la plupart d'entre nous se saisissent justement de cette situation, de ce contexte et de ce bouleversement et n'avaient pas d'ailleurs attendu ça pour la plupart pour se réinterroger et réagir et innover et essayer de voir d'autres chemins possibles. Merci Philippe. Je veux bien réagir sur la deuxième question, saison culturelle, et puis ce dont on parlait tout à l'heure, les fameux plans B. Effectivement, on a annulé, on a reporté, on a payé les artistes et c'est bien normal. Évidemment, si la situation se prolonge, il va bien falloir qu'on s'adapte néanmoins. C'est-à-dire on ne va pas pouvoir continuer à faire
pays, faire quelque chose qui n'a plus d'existence en fait, faire marcher artificiellement un lien qui n'existerait plus en fait. Donc en même temps qu'on maintient effectivement un modèle dont parlait Philippe de production, diffusion, il faut aussi quand même réfléchir, et tous ensemble, et les lieux le font, les compagnies le font, à comment on s'adapte. Donc je voulais témoigner de certaines initiatives qui sont venues soit du théâtre, soit de la compagnie elle-même. Par exemple, Agnès Pelletier, compagnie Volubilis, qui est aussi une compagnie associée à la scène nationale, a un gros projet dans l'espace public, parce qu'on n'a pas parlé de l'espace public, mais la question est bien encore plus compliquée, qui s'appelle Panique Olympique, avec des danseurs amateurs. Et donc elle en a... Alors, je dirais pas que c'est une alternative, c'est un complément. On s'est dit, voilà, on va avoir quelque chose qu'on peut faire ou pas. On va avoir une alternative, mais qui est aussi un complément. C'est-à-dire que si tout va bien, on fait les deux. Si tout va moins bien, on n'en fait qu'un. Et donc là, c'est un projet vidéo avec les habitants de Saint-Médard, en l'occurrence, qui s'appelle Pas de porte ou sortie miraculeuse de confinement, où c'est la façon qu'ont les gens de sortir de leur habitation. Donc effectivement, il faut quand même qu'on se penche sur, je dirais pas des plans B, mais comment on modifie les choses, les spectacles aussi, voilà. Mais je crois que les artistes, ils sont comme nous, ils ont envie de jouer, et donc voilà, il va falloir faire en sorte que on puisse continuer à avoir ce lien, et pas que virtuel. Et pas que économique, mais donc je pense que tout le monde se penche sur la question et est en train d'inventer, d'agir. Et juste un mot sur l'espace public, parce que je pense que dans les salles, on peut déjà faire des spectacles. On va effectivement faire des séries plus longues. Moi, c'est ce que j'ai prévu pour pouvoir accueillir plus de spectateurs, même à jauge réduite. Donc je pense qu'on va pouvoir s'en débrouiller. Évidemment, ça va être des conditions un peu dégradées, et pour les artistes sur les plateaux et pour le public dans les salles. En revanche, pour ce qui est de l'espace public, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est faire de l'espace public en contrôlant la jauge, c'est-à-dire en barriérant et en contrôlant les places des spectateurs, en mettant des croix au sol, etc. Sauf que le principe de l'espace public, c'est pas ça. C'est vraiment une circulation dans la vie, c'est une liberté. Tout ce qui est spectacle déambulatoire, etc., on peut pas les faire. Donc là, vraiment, on sait pas du tout. Hier encore, on avait pour l'inauguration du FAB prévu de faire venir Artonic. On vient d'annuler, en fait, de ne pas le faire, c'est pas l'annuler, puisqu'on était en discussion avec eux en disant on prend la décision fin juillet, et là on voit bien qu'on peut pas faire une demande d'occupation d'espace public, sauf à dire qu'on va contrôler la jauge. Or là, on sait très bien sur ce spectacle qui déambule sur 1 kilomètre, que c'est impossible. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a fait. Là, pour l'instant, c'est vraiment, je trouve que les projets en espace public sont encore plus impactés. Oui, tu as raison. Florence, tu voulais intervenir tout à l'heure? Oui, mais alors maintenant c'est un peu décalé, mais je voulais juste revenir sur la question des contrats, en fait, tout à l'heure, pour dire qu'effectivement, nous, par exemple, pour l'exemple de la fête de la morue qui a donc été annulée, cette fête de la morue 2020, en fait, l'entièreté des contrats n'était pas signée, puisqu'ils n'étaient même pas rédigés, puisqu'on s'est arrêté en mars, et voilà. Mais on avait, en fait, les échanges mails qui ont fait preuve, en fait, de contractualisation, et qui ont suffi pour rémunérer l'ensemble des artistes sur les contrats, en tout cas sur les négociations qui avaient été faites. Donc effectivement, il ne s'agit pas d'avoir un contrat signé ça n'est pas une preuve. Le simple échange mail était suffisant. En tout cas, nous, le percepteur, en fait, a bien accepté. Il nous a demandé, en fait, par prestation, de lui fournir les échanges mail, et ça a été suffisant. Voilà. Donc c'était juste ce petit retour d'expérience, parce qu'il est, c'est vrai qu'on a beaucoup
beaucoup parlé du service fait, etc. Donc ça a été une vraie prise de tête. Et quand on trouve la petite subtilité, c'est quand même sympa de l'avoir en tête. Ça dépend beaucoup aussi des collègues dans la perception de leur. Exactement, de la perception de nos collègues aussi des services financiers à qui il faut bien expliquer. En fait, c'est aussi, on se retrouve à devoir réexpliquer nos métiers. Voilà, tout le chemin là, le passage par les finances, etc. D'accord, Hélène ? C'est quand même complexe. Mais Hélène t'en parlait tout à l'heure aussi. C'est la même chose. Moi, je voulais reparler de l'innovation aussi par rapport à la question que tu posais. Nous aussi, à Bègles, par rapport à la question du cirque, on a plusieurs problématiques qui sont celles effectivement des plateaux. Hein. C'est vrai que nous, en octobre, on accueille le cheptel Aleikum avec sa nouvelle création Vivre. Et il y a beaucoup de monde au plateau. Il va y avoir beaucoup de contacts physiques, etc. Donc ça aussi, c'est une problématique qui reste quand même en suspens et pour laquelle, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Et on se pose également un petit peu, de façon un petit peu plus, donc sur le long terme, la question aujourd'hui d'installation du chapiteau dans un cadre plus écologique, hein, puisqu'en fait la crise aussi, elle nous ramène à ça, à ces questions en fait de conscience de nos impacts en fait aussi sur notre environnement. Et c'est vrai que nous, cette question, en fait, on avait commencé à l'aborder l'année dernière environ, c'était l'été dernier. Et là, en fait, on prend un coup d'accélérateur sur ces réflexions-là, c'est-à-dire, en fait, quel est aujourd'hui notre impact environnemental à nous, services culturels. Voilà, donc ça c'est une question aussi qui va devenir prégnante et qui va devenir importante dans notre réflexion et qui va peut-être aussi modifier nos questions de programmation et d'installation aussi dans la cité. Et par rapport à quoi particulièrement là du coup ? Alors par rapport à l'impact écologique de démontage, par exemple, de montage, de présence, de permanence de nos chapiteaux, de la venue de compagnies éloignées, etc. Voilà, on réfléchit à tout ça. De quelle façon on peut faire au mieux, non pas pour ne plus accueillir de compagnies éloignées, c'est pas du tout le but, mais c'est de le faire peut-être mieux. En tout cas, on essaye de voir de quelle façon on peut être plus performant. On re-questionne aujourd'hui également la question de nos événements, que sont la fête de la morue et notre carnaval municipal, qui sont des temps importants aussi de programmation artistique en rue, pour le coup. Et effectivement, on les remet vraiment en cause. On repose la problématique de ces événements, non pas pour les annuler, mais bien en fait pour les reformater dans quelque chose voilà, de beaucoup plus en conscience en fait avec aujourd'hui notre environnement proche. Voilà. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui découle de la crise aussi qu'on vit, en fait. Voilà. En fait, on a laissé s'installer. En fait, se sont installés des événements sur le long terme qu'aujourd'hui, il faut qu'on réinterroge. Oui, merci Florence. On a une réaction d'Hélène Fribourg ? Oui, je voulais insister sur cet aspect. Effectivement, on a constaté qu'un des effets de la crise était déjà un embryon de structuration de certains milieux qui n'étaient pas du tout structurés, et notamment sur ces questions environnementales. Et moi, j'ai été contactée par des réseaux, des associations qui sont constituées notamment sur les arts lyriques, où eux, ils sont assez impactés, parce que pour les opéras notamment, les carrières se font à l'international, ils voyagent énormément, avec des demandes, sur le jazz aussi c'était le cas, avec des demandes d'exclusivité sur les concerts, donc ils se déplacent très loin pour un seul concert. Donc réfléchir autrement, demander à lever ces exclusivités, à travailler aussi à ce qu'on leur demande plus de choses. Là, ça venait des artistes, donc voilà, que la réflexion se fasse des deux côtés, c'est vraiment bien. Une fois qu'ils sont sur place, on leur demande du travail de médiation, des masterclass, davantage de choses pour pouvoir rentabiliser les éventuels déplacements et qu'on fasse davantage travailler au local, voilà, qu'on cherche davantage à les faire travailler. Mais ce qui était intéressant, c'est cette structuration et ce qui nous pose aussi la question de comment venir aussi un peu en appui de ces réseaux dont on parlait tout à l'heure aussi. Peut-être aussi dire qu'on a créé un cercle de réflexion des festivals en Nouvelle-Aquitaine sur la question écologique. Alors c'était avant la crise, mais
comme disait Philippe, cette crise a été aussi un accélérateur je ne sais pas si c'est un accélérateur de particules, mais enfin, un accélérateur en tout cas. Et donc ce cercle, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout type de festivals, aussi bien les Francopholies de La Rochelle que le festival ornithologique de Ménigout dans le Nord-Vienne. Donc il y a des festivals d'objets et de dimensions très différentes. Donc nous, on y est au titre et du FAB et de l'Échappée Belle. Et sur ces deux festivals, ainsi que sur la scène nationale, on a engagé aussi une réflexion RSO, responsabilité sociale des organisations, sur la question écologique. Donc, juste pratiquement, je peux le dire, l'AFDAS, en fait, paye cet accompagnement. Donc, voilà, pour faire un diagnostic déjà de nos pratiques actuelles, déterminer des objectifs à long terme, pour modifier effectivement nos pratiques et aussi nous l'idée c'est d'accéder à un label puisqu'il y a différents labels d'ici 2 ans parce que c'est quand même assez restrictif, mais ça interroge à la fois les pratiques on va dire quotidiennes, mais aussi effectivement, et c'est très important, la question des tournées des artistes dont tu parlais, Hélène, c'est-à-dire de vraiment faire attention à ce que on se déplace, qu'on déplace des compagnies, notamment à l'international, pour des tournées suffisamment conséquentes. Et pour ça, il est indispensable que certains festivals ou opérateurs abandonnent l'idée soit d'être en exclusivité ou de vouloir la première française, européenne, etc. C'est bien effectivement d'être dans une première. Moi maintenant mes premières tournées françaises, donc qu'on soit le premier, le deuxième, le troisième, franchement ça n'a aucune importance entre Marseille, Lille, Bordeaux ou Genève, enfin voilà. Donc et à ce titre-là, peut-être aussi cet accélérateur, il a eu lieu, tu l'as dit Florence, sur la question de la coopération entre structures, donc avec les 8 scènes nationales de la région. On a mis en place, alors pareil, c'était prévu avant, mais ça a accéléré, un travail avec Lia Rodriguez, donc une chorégraphe brésilienne, qui va venir 2 mois en janvier-février 21. Donc là où vraiment on a coordonné la tournée, avec aussi des workshops, etc. Donc le travail de fond avec les artistes qui soient d'ici, parce qu'effectivement, on se repose la question de l'ancrage, etc. Mais aussi ceux d'ailleurs, où il ne faut vraiment pas abandonner cette question-là de la mobilité internationale. C'est hyper important de toujours garder cette ouverture. Il faut faire attention parce qu'il peut y avoir une dérive, une sorte de localisme qui nous qui ferait fermer un peu les fenêtres et amenuiserait le regard qu'on peut avoir sur le monde. Et c'est toujours important d'être en miroir avec des artistes d'ailleurs qui vont donner d'autres points de vue sur le monde, et qui ont aussi besoin, eux, pour vivre, de ces tournées internationales, il faut bien le dire. Oui, c'est une altérité qui est nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça nourrit des coopérations nouvelles, peut-être. Pour autant, effectivement, c'est un risque aussi. Hein, tu as raison, vous en avez parlé toutes les deux, et ça avait été évoqué également à Rions la semaine dernière, par un élu d'ailleurs, que oui, les artistes du cru, les publics du cru, mais l'idée c'est aussi de rayonner, pas de rayonner au sens, on est les meilleurs, mais de dire qu'on amène une part de création et pour des spectateurs et pour des artistes qui est une forme d'ambition aussi. Alors il peut y avoir l'ambition locale, parce que mais il faut absolument effectivement garder le contact avec d'autres lieux, d'autres ressources artistiques et voir comment ça peut se caler au niveau international, bien sûr. Et ça, il faut absolument. C'est vrai que c'est une précaution importante à prendre. Il y a parfois des risques, mais avant la crise aussi d'ailleurs, par rapport à ça. Le tout local, c'est pas non plus la panacée. Il ne faut pas oublier que dans le spectacle vivant, on est quand même souvent sur une démarche volontaire en plus de la part du public. Il est libre d'y aller ou de ne pas y aller. Donc, et le public est exigeant, me semble-t-il, et il a raison de l'être. Donc, pour autant, après, c'est vrai que sur les questions de mobilité ou sur les questions de structure, c'est vrai que le cirque est assez consommateur d'énergie. Pour autant, un lieu l'est aussi, un lieu permanent l'est également. Donc, il faut aussi
raison gardée, même s'il y a sans doute des choses à améliorer au niveau des conceptions. Je pense au chapiteau double pot d'ailleurs de Boulazac ou de Hoche. Hein. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir cette responsabilité-là et d'éviter de faire des structures qui soient desserts, quoi, entre guillemets. Quoi. Après, sur la question des publics, les publics sur un festival, sur une saison culturelle, ils viennent parfois de près, parfois de plus loin, même si on est sans doute, j'imagine, sur des formes de proximité malgré tout. Donc cette question-là, elle n'est pas exagérée, en tout cas, au niveau de l'impact culturel. On doit avoir des phénomènes de mobilité bien plus importants, d'ailleurs, dans des arènes sportives, sur des grands stades, où là, on a vraiment des problématiques de mobilité bien plus lointaines que ne pourrait être... on va dire, la jauge, entre guillemets, des chalandises, même du carré, quoi. Je dis ça avec prudence, mais on est dans d'autres rapports encore. Donc la culture ne peut certes pas régler toutes ces questions-là non plus toute seule, et c'est une question qui est collective. Oui, Loïc, tu voulais intervenir. Merci. Il y a aussi un effet intéressant en termes de conduite un peu responsable, c'est que cette spontanéité, cette réactivité qu'on doit avoir influe aussi sur les modes de communication qu'on va avoir aussi. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on va faire beaucoup moins de print, parce que si c'est pour jeter des programmes qui vont être modifiés en cours de route, on a déjà jeté malheureusement pas mal de milliers de programmes qui avaient été imprimés pour cette fin de saison, voire pour l'été. Et nous, on a pris le parti là maintenant de dématérialiser beaucoup plus la communication de la saison à venir, parce que oui, il y aura certainement des changements, des adaptations en cours, etc. Et même si les spectateurs sont encore très friands du programme, c'est ça qui est difficile, du programme papier qu'ils gardent comme un objet et auquel ils font référence toute l'année. Mais là, c'est de toute évidence, si c'est pour qu'il y ait encore malheureusement, je ne le souhaite pas, mais encore des tonnes de papier qui soient jetées parce qu'il y a des modifications, malheureusement. Ok. Philippe, tu voulais intervenir ? Oui, je voulais revenir sur ce dont on parlait juste avant. Effectivement, il ne s'agit vraiment pas de se refermer et de se renfrogner dans sa coquille. Hein. Je pense qu'il y a un désir des équipes et puis des lieux aussi on va entre guillemets de relocaliser, c'est-à-dire d'avoir des projets de territoire qui se développent parce qu'il y a des équipes sur le territoire qui sont talentueuses, et des lieux qui ont envie de ce type de collaboration. Ça s'accélère, j'ai l'impression, et tant mieux. Ça va renouveler le genre aussi, mais pour autant, il en est de même pour les équipes, c'est-à-dire que il s'agit aussi de rester ouvert sur le monde, et donc le monde en général, et bien évidemment d'aller à la rencontre aussi d'autres publics ailleurs, d'autres types de collaborations avec d'autres structures ailleurs, d'autres artistes ailleurs. Effectivement, ce serait dommageable que tout se referme sur soi, et c'est pas du tout la tendance, j'ai l'impression en plus. Ouais. Oui. Ouais. Vous avez évoqué plusieurs d'entre vous la question de comment réinfuser les lieux dans leur territoire, les réinscrire. Alors ça aussi, c'est pas des choses nouvelles liées à la crise, mais peut-être que ça a accéléré certaines choses ou pas. En tout cas, c'est des questions qui sont posées depuis quelque temps de comment les lieux continuent d'être des lieux où on vient voir, mais qui ont aussi un rôle de maillage territorial, où la présence artistique, elle est peut-être aussi plus en lien avec cette dynamique de projet de territoire. Je vois Thibaut aussi à Saint-André-de-Cubzac. Peut-être que tu as des choses à nous dire par rapport à ça, justement comment c'est peut-être une occasion ou pas. Est-ce que ça pose des questions sur comment on réinscrit un lieu sur un territoire, ou comment au niveau du CLAP par exemple, quel impact ça a eu, même si tu vas partager peut-être des choses qu'on a déjà dites, mais est-ce que la crise, ces questions liées à cette crise sanitaire, c'est aussi l'occasion de repenser ou pas l'ancrage d'un lieu dans son territoire proche, périphérique? On sait que tu travailles aussi avec des compagnies, je pense au 45e parallèle, sur des projets un peu longs, qui sont un peu infusés justement, mais d'autres, hein, peut-être que ça peut être intéressant aussi d'en parler. La question et le projet du champ de foire par rapport à l'implantation sur le territoire, elle est primordiale, et on la creuse depuis de nombreuses années.
Là, elle se pose de manière encore plus cruciale et on essaye qu'elle ne se pose pas de manière subie, qu'on reste dans une dynamique. Et ça, j'avoue que c'est quand même un peu compliqué, surtout avec une équipe petite et un territoire qui n'est pas celui de la métropole, qui économiquement, socialement est plus compliqué. Et sans doute plus impacté aussi parce que avant le Covid, il y a déjà des problématiques d'isolement social. Donc là, il y a, comme un peu partout, mais de manière plus prégnante peut-être hors métro, des craintes très fortes. Il y a par exemple un spectacle jeune public qu'on devait avoir début avril, Elpa Princesse, Lupa Héros, qu'on avait fait le choix, parce qu'il était lié à un projet de médiation lié à des classes et des enfants qui étaient là cette année-là, qu'on avait fait le choix de reporter à mi-juin. Et puis, en fait, les écoles étaient partantes pour venir, sauf que s'est posé la question du bus, où il fallait 2 bus au lieu d'un d'habitude pour que les enfants soient avec un siège d'écart et tout ça. Donc finalement, l'école a renoncé. Et on a fait un petit test, alors pas directement auprès de notre public, mais on partage pas mal de choses avec la libraire de Saint-André, qui a posé la question auprès de ses clients qui sont aussi souvent abonnés chez nous. Et à sa grande surprise, elle était persuadée, parce qu'à la librairie, les gens sont revenus. Elle était persuadée que les gens allaient souhaiter revenir et avoir hâte de retourner au spectacle. Et en fait, elle s'est plutôt fait rembarrer. En tout cas, les personnes à qui elle a posé la question, avec qui on a parlé, n'avaient pas cette préoccupation-là déjà en tête, et qu'il y avait d'autres priorités à régler avant d'aller au spectacle. Et que... moi, ma crainte, c'est ça sur la rentrée, c'est que si on peut redémarrer, c'est est-ce que sur un territoire où peut-être le nombre d'abonnés, la population est peut-être dans une pratique de venue au spectacle vivant qui est moins évidente que sur la métro, qu'il a en plus population qui va être fragilisée économiquement. Est-ce qu'à la rentrée, dans un embouteillage de programmation, on va arriver à retrouver du public? Au-delà de la question du public, et c'est là que ça rejoint vraiment la question du territoire, comme on travaille plutôt complémentairement à la programmation, sur la question des habitants et de la participation de la population, avec des projets collaboratifs ou participatifs, ça, bien sûr, on les poursuit. Et alors, je souhaitais les renforcer la saison prochaine, mais avec les reports de cette année, du coup, on va avoir une saison prochaine qui va être toujours aussi centrée sur la diffusion. Mais en tout cas, du coup, ça permet de se donner une année supplémentaire pour encore plus renforcer les projets participatifs, collaboratifs. Alors, ce qui est compliqué, moi, je trouve, avec cette crise sanitaire, c'est que la question de la diffusion, on pourrait la résoudre en réfléchissant, en trouvant d'autres formes et tout ça. La question de la médiation en milieu scolaire, par exemple, est quand même très compliquée. Le soutien à la création, le Champ de Foire a été beaucoup plus sollicité par des compagnies que d'habitude pour des accueils en résidence. Alors c'est compliqué au Champ de Foire parce que le lieu est très utilisé et pas uniquement par CLAP, beaucoup par des assos du territoire, et que ça reste primordial. Donc on a essayé de répondre au plus près des souhaits et des sollicitations des compagnies. Donc on a plus d'accueil en résidence sur la saison prochaine. On prolonge le compagnonnage avec l'agro-situation d'1 an supplémentaire. On ne pouvait pas terminer comme ça au bout de 2 ans et demi sans rien sur les 6 derniers mois. Donc on fait un compagnonnage 3 ans plus 1, quoi. Donc qui du coup fait réfléchir à cette question-là. Et par rapport au territoire,
dans la mesure du possible et du sanitairement possible, on va poursuivre les projets avec la population, tels que Peuple du 45e, donc autour de la question d'une éventuelle identité d'un éventuel peuple du 45e parallèle nord, et poursuivre, effectivement, je rejoins Philippe et Sylvie là-dessus, de rester dans un imaginaire ouvert et de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de repli sur son territoire. Mais après, par exemple, très concrètement, sur le projet Vieillesse et élégance de la compagnie Silex, qui est sur les danses de salon et l'élégance chez les personnes âgées. Bon, bah là, la question de la crise sanitaire se pose très concrètement. Comment est-ce qu'on peut faire participer 15 personnes âgées au plateau? Est-ce qu'on va pouvoir le faire ou pas? Ça, ça reste délicat. Et après, on va continuer de programmer en salle des fêtes, de faire appel à la population. Moi, le souhait que j'ai, la réflexion que j'avais pendant le confinement, c'était... parce qu'à plusieurs reprises, on s'est dit vite que ça se termine, qu'on fasse une sorte de grand soir festif. Et alors, ça toujours, bien sûr. Mais après, moi, ce qui me tient encore plus à cœur qu'auparavant, c'est d'essayer qu'on s'adresse vraiment au plus grand nombre. Alors ça, c'est une phrase qu'on peut répéter depuis des années et des années, éternellement. Mais là, ça me semble encore plus crucial. Toute la réflexion qu'il y a eu et la visibilité qu'on gagnait, entre guillemets, des petits métiers ou des salaires faibles. Du coup, de vraiment tenir compte aussi de cette population-là encore plus tout en gardant une exigence de qualité artistique. Mais est-ce que permet le participatif et le collaboratif? Donc, cette question-là, et du coup, cette année prochaine où la saison sera toujours importante et avec une trentaine de spectacles, engager vraiment une réflexion pour la saison suivante où il y a plus de participation des gens et des choses accessibles. Voilà. Parce que moi, c'est vraiment ma question sur la rentrée, là. Est-ce que les gens vont avoir envie, au-delà des habitués, entre guillemets, de nous retrouver? Voilà. Est-ce que c'est si crucial que ça? Et j'espère que ça le sera. Oui, merci beaucoup Thibaut pour ce témoignage. Alors c'est vrai tu évoques la question des publics et effectivement la différence territoriale qu'il y a évidemment et socio-économiquement et du fait d'un éloignement relatif mais réel quand même de certaines centralités. Leur tourne, on est bientôt au bout, mais je voudrais bien qu'on revienne rapidement sur les questions de la médiation. Alors Sylvie, toi tu es dans les alternatives du carré colonne, cette initiative bienvenue de revenir, puisque pour les gamins c'est compliqué de venir au spectacle, c'est pas grave, on va aller dans les classes. Et c'est vrai que c'est sans doute un réconfort, même pour la communauté enseignante, parce que je pense qu'elle-même, elle ne sait pas trop non plus comment attraper les choses dans l'année qui va venir. C'est extrêmement compliqué sur les demi-classes, sur les priorités, etc. Et donc, la notion d'éveil culturel et de médiation culturelle, c'est une responsabilité importante aussi des saisons culturelles et des opérateurs. Comment vous l'envisagez? Quelles questions ça pose concrètement pour vous? Tu as répondu partiellement, puisque au carré, vous avez ressenti très vite le besoin, en tout cas, la nécessité d'aller avec des équipes artistiques dans les classes pour être au contact, finalement. Mais comment ces questions-là comment vous voyez que ces questions vont se régler, s'accompagner, quand on sait la part importante que la médiation, les spectacles scolaires, périscolaires, l'EAC, éducation artistique, l'importance que ça a dans le contenu des saisons culturelles des opérateurs, quoi. Moi, je trouve que pour le coup, c'est un des secteurs où on peut continuer à travailler correctement. Effectivement, en adaptant les pratiques, mais faire un atelier de danse avec des enfants
D'ailleurs, on en a mis en place cet été, là, ici à Saint-Médard et dans le Médoc également, dans le cadre de l'été apprenant, avec la compagnie Auguste et Bienvenue. On a rajouté des ateliers qui n'étaient pas prévus dans les centres de loisirs. Et je trouve que ça, voilà, on peut s'adapter, en fait. Quand on est sur un petit groupe dans un site qui est soit un centre de loisirs, soit une école, quitte à aller dans la cour ou en extérieur s'il y a besoin pour voilà, on peut vraiment adapter les choses avec les spectacles emportés. Effectivement, on a détourné la question de venir dans le théâtre, la question des bus dont tu parlais, la question de la jauge, de la peur éventuelle des parents, voilà, etc., etc. Donc moi, ça me paraît être une activité qu'il faut absolument non seulement qu'on continue, mais qu'on amplifie, en fait. Et puis, ça fait travailler des artistes aussi. Donc, c'est aussi une façon d'avoir des rémunérations pour les artistes, même si c'est pas du tout la panacée. Je veux pas remplacer les spectacles par des colonies de vacances. Hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais en fait, en tout cas, il faut... Suggestion, je crois, il y a pas longtemps. Donc, il faut continuer ça. Je pense que ouais, moi, ça me paraît là, maintenant que les choses, l'école a repris, que les enseignants voient à peu près ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, dans quelles conditions. Pour le coup, voilà, nous, on s'adapte à leurs conditions à eux. Et puis voilà, enfin... Florence, peut-être, ou Philippe? Oui, alors nous, à Bègle, en termes de propositions en éducation artistique, en fait, on a relancé les propositions voilà, pour la saison prochaine, en fait, en se disant que tout serait possible. Donc voilà. Optimiste, alors. Hein, ouais. Optimiste. Christelle, pardon, une intervention. Par rapport à la médiation, justement, je voulais dire qu'au niveau des mardis en chantier de scène d'enfance, c'est qu'ils ont appelé un plan C, c'est-à-dire que dans les différentes hypothèses de travail pour préserver cette rencontre artistique, le plan A, c'est, on le sait tous, comme avant. Le plan B, c'est comment on s'adapte avec les dispositifs scéniques, les jauges. Il y a une proposition qui était peut-être de même transformer l'œuvre en carte blanche, si jamais l'œuvre telle qu'elle n'est pas possible de la jouer. Et le plan C, donc c'est dans le cas où la rencontre entre le public et l'œuvre est impossible, et comment privilégier tout de même la rencontre entre l'artiste et le public, et finalement développer la porosité entre la médiation et la création, que l'art reste au centre, bien que la représentation ne le soit plus. Et finalement, cette médiation peut-être plus élargie, pas seulement aux scolaires, pourrait être une des propositions, en tout cas pour la saison à venir, au cas où on soit obligé d'y faire appel. Merci Christelle. Et, Philippe? Oui, je voulais juste rebondir là-dessus, justement, mais ça a été le cas, Sylvie, tu en as parlé, ça a été le cas ici au Carré Colonne, avec les sorties au Balkan, où donc des compagnies qui étaient en résidence avaient un temps de présentation à la population, hein, puisqu'il s'agissait donc des matinées de marché. Et hier, j'écoutais Didier Fusilier qui parlait, donc, qui est le directeur du grand parc de la Villette et de la Grande Halle de la Villette à Paris, et qui parlait hier et qui racontait comment cet été, justement, tous les visiteurs, comment le parc allait être investi par des compagnies, par des équipes, par les bars tabac notamment, mais enfin bref, beaucoup d'équipes qui sont en fait pareil en résidence de création, puisque les représentations n'ont pas lieu, mais qui à la fois ouvrent les portes avec voilà, des configurations de petits groupes, de jauges, etc., de distance, tout ça est bien pensé, bien sûr, et comment voilà, la population peut aussi aller voir ces périodes qui sont souvent cachées dans l'obscurité, on n'a pas l'occasion. Et je pense que, et il le disait, et je partage ce sentiment, je pense que les gens, les personnes, tout un chacune, sont intéressés aussi par cet aspect-là de la création et sont curieux. Et la médiation, c'est aussi dans ces endroits-là. Et pareil, coup d'accélérateur, ça s'est révélé, ça s'est amplifié et tant mieux. Merci Philippe. On arrive au bout de notre heure et demie réglementaire. Alors après, si on a une autre réaction, une autre question, on peut bien sûr la prendre encore.
Henri Boniton du Cerisier et compagnie. Oui, moi, tout ça, ça m'a fait penser à une anecdote historique. Peut-être que tout le monde la connaît, mais j'avais envie de la faire partager. C'est d'abord que le théâtre et les artistes ont toujours rebondi, ont toujours survécu. Et si on se souvient du théâtre de foire au XVIIIe siècle, sans arrêt, la censure empêchait les artistes de s'exprimer. Et le lendemain, ils inventaient une autre forme. Et ça, je trouve, c'est une source d'espoir pour nous tous. Voilà. Et d'humour en plus. Merci beaucoup d'humour. Ouais. Merci beaucoup, Henri. Donc, tu as raison. Alors, on va arrêter là. On a une pause, alors, parce que ça continue cet après-midi pour celles et ceux qui pourront rester. Cet après-midi, on va s'intéresser, on va approfondir davantage la question de la création, en fait. La création à l'heure de l'incertitude sur les enjeux de diffusion, avec des paroles d'artistes également, avec des témoignages de Monique Garcia, qui gère aussi le lieu du Globe Théâtre, mais qui est elle-même engagée dans la création, puis dans des formes aussi qui s'inventent aujourd'hui d'ailleurs, en réaction peut-être comme tu l'as dit, Henri, qui s'invente, hein, qui invente de nouvelles façons d'exister ou de faire spectacle. On aura également Lionel Yenko de Bougrela cet après-midi avec nous, Caroline Melon de Chair et d'Os, et puis le témoignage de Nadège Poisson, Florence qui fait la navette, vous remplacez pour évoquer avec nous ces questions. Et on aura également en complice Sébastien Laurier d'Espèces Fabulatrices, qui également a inventé des choses intéressantes sur l'itinérance. Donc merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette rencontre du matin. Et merci encore, Sylvie, de nous avoir accueillis dans ce beau lieu. Avec plaisir. Bon, à bientôt.